Il est 9h31 à Paris, l'heure de vous proposer une rencontre avec un homme qui s'est fixé un défi hors du commun, relié Calvi à Monaco, à la nage et sans interruption. Une traversée historique portée par un message fort, alerté sur la pollution en Méditerranée. Bonjour Noam Yaron, merci d'être avec nous. Alors, vous avez parcouru 191 km, soit plus de 102 heures et 24 minutes en mer. Sans interruption, on a du mal à y croire, mais c'est bien vrai. C'est un défi qu'aucun autre être humain n'a jamais tenté. On va revenir sur cette folle épopée, mais d'abord, comment vous est venue cette idée complètement incroyable? Alors, je pense que ça s'inscrit un petit peu dans une envie d'utiliser ma passion pour le sport, la natation, l'ultra-endurance et la mettre en faveur d'une cause qui me tient tout particulièrement à cœur, donc la préservation des eaux, de la biodiversité, tout ce qui touche au vivant. J'ai commencé en 2021 par la traversée du lac Léman en longueur à la nage, qui fait à peu près 75 km. Et j'ai battu ce record de près de 3 heures à l'époque, et ça a permis de générer beaucoup d'attention sur la cause de la pollution du lac Léman. Et de fil en aiguille, je suis arrivé sur des défis de plus en plus grands et maintenant à m'attaquer à cette traversée de la Méditerranée à la nage. Alors, qui dit ne pas sortir de l'eau dit manger, boire, mais aussi dormir et tout ce qu'on peut imaginer d'autre dans l'eau. C'est possible, là, ça? Je ne savais pas qu'on pouvait faire toutes ces choses-là dans l'eau et en dormant. Alors, c'est pas facile. Donc, toutes les heures, j'ai à peu près 5 à 10 minutes de pause où on me donne une petite station, en fait, dans l'eau dans laquelle je peux manger et boire. Et puis, pour ce qui est de dormir, il y a 2 méthodes. La première, c'est de se mettre sur le dos et de pouvoir dormir finalement comme une otarie. Donc, on se met comme ça, on dort, on ferme les yeux. Et puis, on a développé une méthode avec des spécialistes en hypnose pour pouvoir dormir en nageant. Ça apparaît assez fou. Mais en fait, la nuit, j'ai une ligne lumineuse qui me suit pour que je puisse voir ce qui se passe sous l'eau. Et en fait, les yeux fermés, j'ai une partie de mon cerveau qui se régénère pendant que l'autre s'occupe de réussir à voir l'intensité lumineuse de cette lumière dans ma paupière fermée. Plus elle est forte, plus je me rapproche et du coup, plus je vais me prendre cette ligne lumineuse. Et à l'inverse, plus c'est sombre, plus je m'enfonce dans les profondeurs de la Méditerranée. Donc cette partie de mon cerveau, en fait, fait des petits ajustements pendant que l'autre dort et se régénère. Les dauphins font ça très bien et on se rend compte aujourd'hui que l'être humain est peut-être capable d'avoir ces facultés-là avec un peu d'entraînement. Et justement, quel est-il cet entraînement? Alors, c'est beaucoup de pratique. Il faut être sensible à l'hypnose déjà. Donc, j'ai été voir des spécialistes qui s'occupent généralement des grands brûlés qui ne peuvent pas être en fait traités sous anesthésie. Donc, ils sont, on va dire, amenés à essayer de minimiser la douleur. Donc, c'est plein de choses comme ça auxquelles on travaille. Et puis, de fil en aiguille, on arrive à développer des capacités qui sont assez folles. Le sommeil aussi, c'est un point très compliqué parce que voilà, on va dire je me repose, mais dormir, c'est un grand mot quand même. Les effets secondaires de ce manque de sommeil, c'est les hallucinations. J'en ai eu énormément pendant cette traversée qui a duré 5 jours et 4 nuits. Vous l'avez dit, sans sortir de l'eau, il y a plein d'effets aussi difficiles liés au sel qui, comme vous pouvez le voir, j'ai les lèvres qui sont en sang, encore brûlées, la bouche. J'ai pas mal de petits pansements là en dessous de mon pull, de mon t-shirt, avec justement des brûlures qui ont été réalisées en fait entre le frottement de ma combinaison et du sel. J'ai à peu près 15% de mon corps aujourd'hui qui est brûlé au 2e degré profond. Mais heureusement, après 9 jours d'hospitalisation, j'ai pu récupérer, on va dire, un peu du poil de la bête, comme on dit. Alors justement, vous avez été contraint d'arrêter à seulement 2 km de l'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y avait 2 réglementations, on va dire, dans notre plan de sécurité. C'était de me sortir de l'eau seulement si j'avais des problèmes à respirer ou que je n'arrivais plus à nager. Alors, il faut savoir que les douleurs liées à nouveau aux coupures et au frottement me généraient beaucoup de difficultés à avancer. Imaginez-vous, sur 191 km, il y a à peu près 200 000 coups de bras. Donc, imaginez les frottements qu'il y a sous les aisselles, par exemple. Et puis, au niveau de la respiration, il faut savoir que le sel qui peut être ingéré en respirant en fait l'air marin pendant tout ce temps, mais aussi des micro-gorgées d'eau que je bois en nageant à chaque mouvement. Et ça peut rentrer dans les poumons et rendre la respiration difficile. Et du coup, ces 2 critères ont été, on va dire, dépassés. Et du coup, mon équipe a fait l'excellent choix de me sortir de l'eau à 2 km de l'arrivée. Et du coup, j'ai tout de suite été hospitalisé à Monaco pour ces questions de respiratoires, mais aussi ces lésions, on va dire ces brûlures. Et en 48 heures, mes poumons ont complètement récupéré. Et puis, mes brûlures aujourd'hui sont presque toutes refermées, cicatrisées. Ça va prendre encore un peu de temps, mais mon corps a montré qu'on s'est très bien préparé et qu'on a bien anticipé toutes ces difficultés auxquelles j'aurais pu faire face. Mais donc vous avez souffert pendant la traversée? Alors, beaucoup, oui, quand même. Au bout de combien de temps?
Je dirais au bout de la moitié, à peu près après 50 heures de nage, donc ouais, 2 jours, j'ai commencé à avoir ces coupures. C'est quelque chose d'assez commun, hein. J'avais déjà ressenti ça sur d'autres défis. Mais évidemment, plus vous continuez, plus c'est profond. J'avais vraiment l'aisselle qui était ouverte, donc à chaque coup de bras, vous avez du coup le corps qui s'ouvre et qui se referme. Ça fait très mal, mais on a travaillé aussi avec des coupeurs de feu. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui, en fait, c'est des gens qui ont un don et qui, à distance, en fait, peuvent éteindre ce feu, cette douleur que vous avez. Et ça m'a énormément aidé. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a permis de tenir. Ce qui compte, c'est le mental, justement. Exactement. C'est quelque chose d'assez fou d'être dans l'eau pendant tout ce temps, d'être seul, de se retrouver la nuit. On le voit sur ces photos sous 2800 mètres de fond. C'est la profondeur maximale. Vous entendez des baleines la nuit sans les voir. Je me suis fait taper par un animal la nuit. J'ai eu très très peur. Lequel ? Et je me suis rendu compte que c'était un bébé dauphin qui faisait à peu près cette taille. Je pense qu'il venait de naître et qui s'est peut-être perdu ou qui cherchait un nouveau papa à adopter. Et c'était vraiment incroyable. J'ai vécu une connexion assez folle avec la nature et à nouveau l'objectif de cette nage, c'était de reconnecter les gens avec la Méditerranée et mettre en avant les enjeux, notamment la pollution plastique, vous l'avez dit. Il y a 630 tonnes de plastique qui finissent dans la Méditerranée chaque jour. C'est gigantesque. Et cette traversée Calvi-Monaco, c'est symboliquement en fait la traversée en longueur de la plus grande aire marine protégée de Méditerranée qui s'appelle le sanctuaire Pelagos, qui est gouverné par l'Italie, la France et Monaco. Et dans les faits, cette aire marine protégée, elle n'est pas du tout protégée. Et c'est aussi ça qu'on a essayé de mettre en avant. Vous avez notamment des bateaux cargo, super yachts, fret maritime, qui rentrent en collision en fait avec des cétacés qui vont beaucoup trop vite. Et c'est la première cause de mortalité de ces animaux sur la zone. Une baleine sur 5 à peu près aujourd'hui a des traces de collision quand on les observe. Et donc c'est beaucoup trop et c'est pour ça qu'on milite aussi pour un abaissement de la vitesse à 10 nœuds sur cette zone. Et vous avez constaté une pollution marine lors de la traversée ? Oui, évidemment. On a déjà croisé ces super énormes bateaux qui ont dû parfois être, on va dire, on a dû se déporter de notre parcours pour ne pas rentrer en collision avec eux, ne pas subir les vagues, les vents et les bruits aussi sous-marins que ces bateaux génèrent. Et puis le plastique, j'ai croisé plus de plastique que d'animaux, ça c'est une certitude. Il y a plusieurs formes. Il y a le microplastique que vous sentez un petit peu sur vos doigts et sur vos pores de la peau. Et puis il y a des plastiques plus gros, des bouteilles en plastique, des sachets qui flottent, des ballons d'anniversaire, les anniversaires papa qui en fait s'envolent et puis explosent dans l'atmosphère et redescendent en fait très souvent dans la mer. Et puis c'est des problématiques qui sont, on va dire, c'est que la surface puisqu'à peu près 80% des déchets vont au fond de la mer une fois qu'ils arrivent dans l'eau et se fragmentent et ensuite c'est très difficile de les récupérer et d'en faire quelque chose. Malgré tout, il y avait ces moments hors du temps que vous avez décrits tout à l'heure. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là quand vous étiez seul au milieu de la mer avec les baleines et les dauphins ? On n'imagine pas ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Alors c'est un moment vraiment fou. Il faut savoir que j'avais 2 bateaux aussi qui nous ont suivis pendant cette traversée. Une vingtaine de personnes d'équipage qui se relayaient jour et nuit avec aussi pas mal de fatigue et de difficultés. C'est un défi d'équipe. Ces gens qui étaient sur le bateau, c'était mes yeux, mes oreilles, mon GPS. Moi, je donnais finalement la vitesse, eux me donnaient la direction par rapport au vent, au courant. On a eu la chance aussi d'être conseillé par Météo France. On ne se rend pas compte de la difficulté que c'est de naviguer la Méditerranée pendant autant de temps, d'avoir une fenêtre qui me permettait de nager pendant toutes ces heures et ces jours et les nuits. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, j'aime beaucoup le souligner. Et puis moi j'ai ressenti beaucoup de joie pendant cette traversée. C'était tellement émouvant de se ressentir en fait, de faire qu'un avec ces éléments. Et puis ça m'amène beaucoup de joie, ouais. Quelle est l'émotion la plus forte que vous avez ressentie ? Cette rencontre avec ce petit dauphin quand même qui m'a mis les larmes aux yeux, malgré une petite panique avant. Et puis ça a été surtout de voir la côte de Monaco, même si j'ai été sorti de l'eau et que potentiellement aujourd'hui, le record du monde qu'on a essayé de battre en faveur de la nature est aujourd'hui en cours de discussion puisque normalement il fallait poser un pied à terre. Et aujourd'hui en fait le succès de cette traversée est en train de changer potentiellement les règles de ces records. On verra, l'avenir nous le dira. Mais je n'ai pas forcément besoin de ce record pour montrer qu'on a réussi à faire quelque chose de formidable pour la nature. Il nous reste 30 secondes. Votre prochain défi ?
Alors, il y a un documentaire déjà qui va être mon prochain défi, c'est-à-dire le monter, le co-réaliser, le coproduire. On cherche aussi un diffuseur pour le montrer au large public. On a eu à peu près 60 millions de personnes qui ont suivi cette aventure sur 5 jours, 5 nuits. Ça continue d'augmenter. C'est à peu près la population de la France, donc c'est juste incroyable de voir qu'on a réussi à générer tout ça, sensibiliser tous ces gens, rien qu'avec les réseaux sociaux, on compte même pas les médias. Et puis, j'aimerais bien écrire un livre pour partager surtout les hallucinations incroyables que j'ai vécues et les techniques qui m'ont permis de réaliser ce défi qu'on peut qualifier de surhumain. Et je vous dis, j'ai rien de spécial, à part un rêve et beaucoup d'ambition et un peu de travail. On peut réussir à faire des choses incroyables. C'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus. Merci Noam Yaron. Donc votre aventure ne s'arrête pas là et puis elle continue aussi sur tous vos réseaux sociaux. Vous avez un peu plus de 460 000 abonnés sur Instagram. Donc j'invite tout le monde à vous suivre et je vous souhaite surtout un très bon rétablissement. Merci d'avoir partagé avec nous un petit peu de votre aventure ce matin.